a choisi le domaine de la gestion OK. pour un peu notre futur qu'on aimerait aller. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, on aimerait discuter avec vous de votre parcours en gestion, votre expérience chez Protect & Gamble. Puis, donc, on a plein de petites questions sur votre vie professionnelle, les conditions du travail, les défis. Puis, on a aussi appris les RSE. Donc, on a plusieurs petites questions sur ça. OK. Ça va se passer comme ça, là. OK. Puis quand tu dis gestion, c'est un grand terme, là. Est-ce que tu veux dire comme la gestion de personnel ou gestion d'affaires ou un mix des deux? Un mix des deux, oui. Okay. Un peu de la gestion générale, là, ouais. OK. Ouais. OK. OK, c'est beau? Ouais, c'est parfait, yes. Donc, merci, Élise, d'être avec nous déjà. C'est un grand plaisir de vous recevoir. On avait quelques petites questions avant de commencer vraiment dans le concret. On voulait savoir, votre parcours scolaire, ça ressemblait à quoi? Moi, j'ai étudié au HEC. Alors, j'ai terminé mon bac en administration des affaires, option marketing au HEC. OK, parfait. C'était ça qui était mon parcours en termes de scolarité. J'ai décidé, moi, personnellement, de ne pas faire une maîtrise, pas parce que je trouve qu'il n'y a pas de valeur dans la maîtrise, aucunement. C'est juste que j'avais hâte d'être sur le terrain. C'était ça qui était comme ma grosse motivation. Puis je me suis dit que, le plus vite que je vais aller sur le terrain, plus que je vais apprendre. Puis si jamais je trouve que j'apprends pas assez vite, il y a toujours moyen de revenir, pour faire une maîtrise après. Fait que c'était comme ça que je pensais à ce moment-là. Parfait, mais c'est totalement parfait. C'est ce qu'on voulait faire nous aussi. Dans le fond, c'est pour ça qu'on est en technique, en administration. C'est pour être plus vite sur le marché du travail. Une autre petite question avec ça. Puis ça vous a mené à où? Ce parcours scolaire-là, là, il vous a mené à où dans la vie? Moi, je dirais que le meilleur conseil que je pourrais vous donner quand vous regardez à vos études, là, c'est de toujours avoir comme un objectif, un rêve, un dream, comme on dit, tu sais. Je pense que ça, c'est super important parce que même si des fois tu te dis, voyons donc, ça n'arrivera jamais. Non. Il faut absolument avoir un goal ou un dream. Moi, personnellement, ce que je voulais, c'est que je m'étais dit, un jour, je vais être la présidente d'une compagnie. C'était comme bien important pour moi. Puis, c'est pour ça, pour répondre à ta question, c'est qu'en ayant ça comme rêve, je m'étais dit, c'est quoi le meilleur chemin pour arriver là, tu sais. Puis j'ai fait beaucoup de réflexions. Je me disais, l'étude, c'est important. Il faut que tu aies une base, il faut que tu comprennes comment ça marche, c'est sûr et certain. Mais là, je me suis dit, c'est-tu plus important pour moi de continuer avec les études, ou c'est important pour moi d'avoir une bonne base que les compagnies vont reconnaître, puis aussi qui vont m'aider, puis d'aller chercher plus des compétences avec les hands-on, comme on appelle, je ne sais pas comment on dit ça en français, pour essayer de me bâtir un coffre d'outils. C'est toujours ça que je me suis dit. Je vais avoir un coffre d'outils, puis je vais essayer de m'en mettre le plus possible dans mon coffre d'outils, qu'à un moment donné, mes compétences vont être tellement générales que je vais être la meilleure candidate pour être présidente d'une compagnie. Fait que c'est comme ça que j'ai regardé ma carrière puis mes études. Ça répond à ta question, Samuel? Ça répond totalement à ma question. Merci. C'est impressionnant. On a quand même une présidente assez bien, une grosse compagnie devant nous. Fait que on est très heureux. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec des questions un peu plus en gestion, marketing. Et comme première question que j'aurais pour toi, qu'est-ce qui vous a donné envie de poursuivre des études en marketing? Ça, c'est une bonne question. Ça me fait rire parce que, tu sais, il y a 40 ans, là, le marketing, c'était pas très connu. C'est pas comme on l'est aujourd'hui, là, tu sais, tout le monde connaît un peu. Parce que quand je disais que j'étudiais en marketing, les gens me disaient c'est quoi ça, le marketing, tu sais? Fait que ça me fait rire un peu. La raison pourquoi j'ai choisi marketing, c'est que je me disais, dans la vie, là, quand tu y penses bien comme il faut, là, tu fais du marketing tout le temps. Hein? Quand tu vas dans un bar et tu veux te présenter à quelqu'un, mais c'est du marketing, tu essaies de dire, c'est quoi qui va. Je vais essayer de me vendre. Là, je vais essayer de dire c'est quoi qui est intéressant alentour de moi. Puis, je trouve que c'est ça, je te dis, à tous les jours, tu en fais du marketing tout le temps. Puis, je trouve que le marketing, ça influence beaucoup la manière que tu regardes des choses, hein? Parce que tu peux prendre un article comme, je sais pas moi, une chandelle, par exemple,
puis tu peux la vendre, ta chandelle, de différentes façons, dépendant de c'est quoi le plan que tu mets alentour de ta chandelle, pourquoi que ta chandelle existe, c'est qui que tu veux aller chercher avec ta chandelle, comme exemple. Alors, je trouve ça fascinant que, tu sais, la même chose peut être vendue ou peut être emmenée sur le marché de façon différente. Puis je trouvais ça que c'était très créatif. Puis cet aspect de créativité-là, ça m'intéressait. Alors, c'est pour ça que je trouvais que le marketing, c'était plus quelque chose que ça fitait bien avec moi versus une autre branche de l'administration. Ben, on est totalement d'accord avec toi là-dessus. C'est sûr, on aime tout ça le marketing. C'est pas mal tout dans cette branche-là qu'on va. On a tout pris communication d'affaires. Fait que je pense qu'on veut tous se diriger comme vous. Ouais. Deuxième petite question pour toi que j'aurais. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre parcours en gestion? Est-ce que vous avez monté beaucoup d'échelons? Est-ce que vous avez eu la chance à tout de suite avoir un haut poste dans une entreprise? Comment que ça s'est passé? Moi, je trouve que la meilleure façon, puis la meilleure qui s'est passée pour moi, mais c'est parce que, tu sais, des fois, tu diriges ta carrière de cette façon-là aussi. C'est comme je disais tantôt, je trouvais que c'est bien important d'avoir plusieurs outils dans ma boîte à outils. Puis je trouve que si je regarde quand j'ai commencé versus mes collègues peut-être, ce qui m'a aidé d'aller plus loin, c'est que souvent les gens, on est pressés. Hein? On essaie, tu sais, on vit dans une société où ça va vite. Puis on essaie d'aller trop vite, je trouve, tu sais. Puis c'est comme, bon, ben là, je vais aller chercher cette promotion ici, après ça, parce que là, ça va m'emmener ici, mais pas nécessairement, parce que les hauts dirigeants de compagnie regardent quelqu'un qui va avoir le plus de compétences possibles. Je vais donner un exemple. Tu sais, c'est facile, moi, je trouve que c'est plus facile de faire des plans d'affaires que de manager du monde. Okay? Vous allez voir, quand vous allez commencer à manager du monde, ça, c'est beaucoup plus difficile que de faire un plan d'affaires. Tu sais, un plan d'affaires, tu t'assis, tu y penses, tu détermines c'est qui ton client cible ou ton consommateur cible, puis tu développes à partir de ça. OK? N'importe qui est intelligent est capable de faire ça. Ou ce que c'est plus difficile, c'est vraiment de combiner ça, ton but ou ce que tu veux y arriver, avec les gens qui se rapportent à toi ou les gens avec qui tu collabores. Parce qu'il va falloir faut apprendre à travailler avec les gens qui se rapportent à toi, ou ce que c'est toujours un petit peu plus facile, même si tu les coaches, parce qu'ils se rapportent à toi. Fait que c'est sûr qu'ils vont suivre ta vision. Mais c'est aussi important d'apprendre à travailler avec une équipe qui sont sur la même ligne que toi, parce que eux autres, il faut que tu les convainques que c'est la meilleure façon de faire, parce que c'est pas nécessairement qu'ils vont te suivre nécessairement comme les gens que les gens qui se rapportent à toi. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis? Ça fait totalement du sens. Oui. OK. Alors, je trouve que, tu sais, des fois, il faut prendre un petit peu de recul puis de regarder, bon, ben, c'est quoi le rôle qui va me développer moi le plus, pas juste en affaires, mais qui va me développer pour que je sois capable de faire la bonne gestion de personnel. Après ça, c'est quoi le rôle qui va m'aider à travailler le plus en collaboration avec le plus de personnes possible. Je vais donner un exemple. Chez Procter & Gamble, on a des rôles où c'est vraiment un rôle d'influenceur. OK? C'est que tu es dans le milieu, puis tu veux juste influencer du monde, mais tu as besoin de tous ces gens-là pour faire ton plan d'affaires ou pour faire avancer ton idée. Fait que tu es plus comme dans le milieu. On appelle ça des rôles là, vraiment d'influenceurs. Il n'y a pas grand monde qui veut les faire, ces rôles-là, parce que, tu sais, c'est comme, ben, OK, tu sais, je passe mon temps à faire du lobbying, comme on pourrait dire. Puis, tu sais, à la fin, quand le projet est successful, ben, c'est tous ces gens-là qui vraiment, là, c'est vraiment ces gens-là qui vont avoir le bénéfice, ou tu vas avoir le coup d'eau, le crédit, comme on pourrait dire, du projet. Toi, tu es comme juste comme le centre, là, tu sais, puis tu amènes les idées, tu essaies de prendre, la collaboration de tout le monde, prendre leurs idées, puis tu bâtis un plan d'affaires, puis tu le remets, mais c'est eux autres qui vont aller l'exécuter. Fait que s'ils l'exécutent, puis que c'est bien, bien, c'est tous eux autres qui vont avoir le crédit. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent le faire, ce rôle-là, par exemple.
Moi, tu vois, je l'ai fait ce rôle-là j'ai fait 2 fois à l'intérieur de ma carrière, puis j'ai trouvé que c'était le rôle qui m'avait apporté le plus en termes de gestionnaire. Parce que quand tu travailles avec différentes équipes, il faut que tu t'ajustes, puis tu essaies de comprendre très rapidement c'est quoi eux autres qui est important pour eux autres. Puis en comprenant ça, ben, tu vas t'ajuster. Puis je trouve que ça, c'était des rôles qui m'ont aidé le plus à continuer à avoir à monter des échelons plus vite que les gens avec qui je travaillais. Bon. Est-ce que c'est assez clair ou non? Oh, c'était Moi, j'ai une parfait. question. Oui, vas-y. Tu sais, vous dites que, dans le fond, ces rôles-là, c'est comme du rôle de lobbying. Ça veut dire quoi, ça, lobbying? Puis c'est quoi que ça consiste, ce travail-là, disons, le jour le jour? Oh, le jour, OK. On appelle ça, chez P&G, on appelle ça Market Strategic Planning. OK? Alors, ce que ça fait, c'est que, ça va donner un exemple, je l'ai fait sur le rôle de Always, les produits féminins. OK. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on regarde, par exemple, OK, dans 18 mois, on va lancer un nouveau produit. OK. Alors, on essaie de comprendre, bien, OK, si on en lance ce nouveau produit-là au Canada, puis qu'on veut notre target féminin, ça va être, je sais pas moi, les jeunes de 16 à 24 ans. Fait qu'on étudie c'est quoi leurs besoins présentement, puis ça va être comment qu'on va leur parler à eux autres. Ça, c'est une chose. C'est très facile à faire. Tu t'assis, c'est beau. OK, on a le plan. Mais nous, on ne vend pas des produits directement aux consommateurs. Il faut qu'on passe par les clients. Donc, Loblaws, Sobeys, Shoppers Drug Mart, Pharmaprix, je pense que ça s'appelle au Québec. Ouais. Jean Coutu. Ben, il faut qu'on travaille avec ces équipes clients-là, parce que si tu ne travailles pas avec eux, tu peux avoir le meilleur produit du monde avec le meilleur marketing, mais s'il n'y a pas personne qui veut emmener ton produit dans les magasins, ben, tu n'auras pas vraiment de succès avec ton produit. Alors, chez Procter, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on a des chefs d'équipe pour tous ces clients-là. Alors, moi, dans ce rôle de marketing strategic planning-là, il faut s'asseoir avec ces gens-là puis comprendre, OK, ton client, là, lui, c'est quoi qui est important pour lui? Alors, si moi, j'amène ce produit-là, quoi d'autre qui est important pour lui? Puis vraiment d'essayer de le comprendre. Puis chacun des clients est différent, je peux vous garantir ça. Il n'y a pas un client qui opère de la même façon. Puis les équipes clients de chez Procter & Gamble, ben eux, parce qu'ils travaillent avec ces clients-là, ben ils vont tous opérer de façon différente. Alors, c'est très important, moi j'appelle ça de faire lobbying, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi la grosse motivation pour chacun de ces clients-là, puis d'essayer de trouver plus que le plan pour le consommateur, mais c'est le plan qui va marcher pour ce client-là. Fait que quand tu le développes, ce plan-là avec l'équipe client, puis que ton équipe client va aller le vendre, puis qu'ils ont du succès à le vendre, c'est sûr que c'est eux qui vont avoir le crédit du plan, c'est normal, parce que c'est eux qui sont en face du client. Mais toi, comme lobbying, là, je pourrais dire, Saphir, c'est comme, hey, là, je comprends comment chacun des clients travaille, je comprends c'est quoi la personnalité de chacun de ces clients-là, puis la personnalité des gens chez le client, parce que tu peux avoir un plan d'affaires avec ton client, parce que tu sais que Jean Coutu, c'est le plus important, c'est qu'est-ce qui est important pour eux autres, c'est plus le profit, par exemple, mais l'acheteur ou le directeur ou le président de chez Jean Coutu, c'est plus que le profit, il veut d'autres choses. Fait que c'est de comprendre aussi le client lui-même, qu'est-ce qu'il veut avoir, pour être capable de lui parler le bon langage. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, absolument. Gêne-toi pas, sinon je vais trouver d'autres choses. Non, mais ça répond très bien. Puis vous, est-ce qu'en rentrant chez P&G, c'était ça votre travail, lobbying, ou pas encore? Non. Je vais te dire bien honnêtement, quand j'ai commencé chez Procter & Gamble, tout le monde commençait au même niveau. C'était représentant. Donc, j'étais 4 ans représentante sur la route à visiter des métros, des Provigo, des Steinberg à ce temps-là, ça n'existe plus maintenant, mais vraiment aller là, dans les magasins. C'est ça que je faisais pendant 4 ans. OK. Puis pour être bien honnête avec vous, là, pour être
bien transparente, je me suis posé la question bien souvent. Je me disais, hey, je peux pas croire que j'ai fait 3 ans d'université pour me ramasser dans des magasins à parler avec des gérants d'épicerie. Pas parce que je veux les mettre bas, mais tu sais, je trouvais ça un peu heavy, tu sais. Fait que ça, je trouvais ça plus difficile. Mais je peux vous dire une chose, c'est que j'ai appris énormément dans les magasins parce que c'est vraiment, comme on pourrait dire, là, dans le bas de l'échelle, puis tu comprends exactement comment les décisions sont prises. Fait que c'est là que j'ai commencé. OK. Et puis de là, j'ai eu une promotion qui s'appelait là, assistante au directeur du Québec. Où ce que là, moi, je trouvais je faisais des farces, je me disais, j'étais un gopher. Parce que je faisais ce que le directeur ne voulait pas faire, puis il me donnait ça comme plan, puis là, moi, je faisais ça. Mais je trouvais que c'était la meilleure façon aussi d'apprendre, parce que là, tu dis, OK, là, je peux voir comment ça fonctionne quand tu es dans un bureau satellite, puis que tu travailles avec le bureau-chef. C'est le même, ça marche, OK. Fait que c'est de toujours essayer de comprendre. Moi, je me dis toujours, dans n'importe quel job que tu fais, que ce soit au début, n'importe quoi, essaye toujours de voir c'est quoi que je peux apprendre qui va m'aider pour mon but que je me suis fixé, mon rêve que je me suis fixé, tu sais, puis de prendre le mieux que tu peux. Merci. Merci. Cédric. Moi, ma question, ça va être quelles sont les 2 qualités qui vous ont le plus aidé dans votre parcours en gestion? Je dirais 2 choses. La créativité. OK. OK? Ça, c'est très, très, très important. Surtout en marketing, parce que il y a plusieurs façons de voir les choses. Hein? Comme on dit, il y a plusieurs façons de... Il n'y a pas juste une bonne approche. Il y a plusieurs approches, puis il ne faut pas avoir peur d'explorer des choses des fois qu'on se dit « Ah, je ne suis pas sûre. » Tu sais? Non. Donc, la créativité. Puis la deuxième affaire, je dirais, c'est de ne pas avoir d'ego. Tu sais? Ouais. Souvent, dans ma vie professionnelle, j'ai rencontré des gens que tu sais, leur ego, je ne sais pas comment on dit ça se dit ça en français, C'est un leur ego? ego. OK. Exactement ça, oui. C'est tellement gros pour eux autres qu'ils ont peur de faire des erreurs ou ils ont peur de l'admettre qu'ils ont fait une erreur. Mais je trouve que c'est dommage quand tu es pris avec cet ego-là parce que c'est bien correct de faire des erreurs, puis c'est bien correct de dire « Hey, c'est quoi, je me suis trompée, je vais me reprendre. » Mais c'est pas dire « Je me suis trompée, oh, too bad », c'est dire « Je me suis trompée, mais c'est quoi, je vais me reprendre. J'ai appris quelque chose, donne-moi 2 semaines, je vais refaire le plan. OK, j'avais manqué ça. » C'est bien correct, ça, tu sais, mais je trouve que c'est le même que tu apprends versus essayer toujours de te justifier. Non, mais c'était correct. Non, mais parce que tu n'as pas regardé ça. Je trouve que c'est des gens, malheureusement, qui ont cette attitude-là ou cet esprit-là, se limitent eux-mêmes pour le futur. Je suis totalement d'accord avec vous. Ma question prochaine va être quelles sont les compétences les plus importantes dans votre métier? Ça ressemble un peu avec les qualités, là. La nuance, c'est que les compétences, c'est ce que vous êtes capable de faire. Je dirais les compétences les plus... C'est un petit peu la même affaire, mais je dirais plus peut-être les compétences, c'est de s'assurer... On va aller dans une compétence en particulier, une compétence technique, par exemple? Je pense que c'est de bien connaître la base. Il y a bien des gens qui essaient de passer par-dessus, mais je veux dire, la base, c'est essentiel. Moi, je regarde ça comme une maison, tu sais. Si tu vas trop vite, tu peux mettre des beaux rideaux aux fenêtres, puis une belle porte, puis une belle couleur de ta maison, mais si ta fondation n'est pas solide, là, ta maison, elle va s'effondrer. Ça fait que c'est de prendre le temps d'avoir une bonne base, une bonne compétence. Je pense que c'est ça. La compétence de base doit être très forte. Si tu as ça, puis après ça, tu vas pouvoir continuer à mettre des choses dans ta maison. Mais de ne pas passer trop vite pour pas avoir, pour être sûr que ta compétence de base, que tu la maîtrises pas comme il faut. Je dirais que je pense que c'est ça qui est le plus important. Puis moi, j'ajouterais quelque chose là-dessus. J'ai une petite question en même temps avec ça.
Est-ce que toi, tu trouves que tu as eu ces compétences de base-là en étant à l'école ou tu les as plus eu sur le marché du travail, donc plus tard dans ta carrière, quand tu étais sûr Je d'avoir dirais, des bonnes bases? je dirais que c'est une mixture des deux, un mix des deux, parce que quand tu es à l'école, euh, moi j'aimais l'école, fait que ça c'est une chose là. Puis c'est comme j'essaie de comprendre puis d'apprendre le plus possible. Mais tu sais, tu apprends 56 millions d'affaires, puis si vous êtes bien honnête, là, tu en retiens peut-être 10%. Ouais. Hein? C'est comme tu te rappelles de tout là, pour l'examen, mais une fois que l'examen est fait, tu dis ah, c'est fait. Tu sais? Puis là, c'est comme OK, c'est quoi donc déjà? Tu sais? Mais c'est quand même que tu vas avoir retenu, il faut que tu aies des choses avant d'arriver sur le marché du travail, sinon tu ne pourras pas faire ton travail. Mais je dirais que le plus de ma base, je l'ai faite en travaillant. Tu sais? C'est vraiment là, quand tu as les deux mains dans la pâte, là, c'est là que tu dis oh, attends une minute, je me souviens plus comment ça s'est fait. Puis là, tu demandes à ton patron ou à tes collègues où tu vas aller chercher. Ben là, maintenant, c'est merveilleux avec l'Internet. Tu peux chercher sur l'Internet. Ah, OK, ça comment? Donc, déjà, ah oui, OK, ça. Puis c'est vraiment là ce qu'on apprend le plus. Parce que, tu sais, les adultes, on apprend plus en faisant. On n'est pas des petits-enfants, là, tu sais, comme les adultes, on apprend plus quand on a la main dans la pâte parce que ça reste plus avec nous autres que quand on est juste assis à écouter un professeur. Ouais, c'est Je ça. sais que votre professeur ne sera pas content avec moi, là, mais c'est la réalité. Parfait. Donc, moi, je vais avoir des petites questions plus sur les enjeux dans votre parcours. Fait que ce serait quoi, mettons, le plus gros enjeu que vous avez eu dans votre parcours, là, avec lequel vous avez dû affronter? Ça, c'est une question intéressante qui sera peut-être pas tellement relative présentement, mais si tu te rappelles, moi, j'ai commencé il y a 40 ans hein, en affaires au HEC. Je vais juste donner un exemple. Au HEC, dans ma classe d'affaires, on était 60, puis on était seulement 10 filles. Le restant, c'était la clientèle masculine. Alors, tu peux t'imaginer que quand je suis arrivée dans le marché du travail, ben là, c'était la même chose. Tu sais, comme moi, chez Procter, j'étais la première femme qu'on a engagée au Québec. Ça fait que, comme étant la première femme, je pourrais dire que le plus gros enjeu à ce moment-là, c'était de me faire reconnaître comme un bon gestionnaire avec beaucoup de potentiel, même si j'étais une femme. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est différent. Je regarde les jeunes qu'on engageait là, chez Procter juste avant que je prenne ma retraite. Là, c'était pas mal 50-50. Mais moi, personnellement, c'était pas comme ça. Ça fait que je dirais que ça, c'était comme un gros enjeu. C'était un gros enjeu, un gros challenge, comme moi je pourrais dire, là, tu sais, de me faire reconnaître comme gestionnaire en tant de femme. Je pourrais dire que, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est de dire que moi, c'était parce que j'étais une femme, mais je veux dire, de nos jours, c'est d'avoir l'esprit ouvert que si tu es différent, que ce soit physiquement, mentalement, sexuellement, n'importe quoi, n'importe quelle différence, tu sais, c'est de ne pas avoir peur de ces différences-là. Ça peut être des différences, là, tu sais, de la manière que je parle. Hein. Moi, je pense toujours différemment de cette personne-là. Mais c'est bien correct. En autant que tu sois capable de le justifier. Tu sais, c'est pas juste de dire, ah, ben, je suis différente, tu dois m'accepter. Non, non. C'est de dire, ben, je suis différent, c'est correct, mais je vais vous prouver que mes idées sont bonnes, par exemple, tu sais, indépendamment de c'est quoi tes différences. Est-ce que je réponds à ta question, Laurie? Oui, tout à fait. En fait, ça va aussi un petit peu avec ma prochaine question. C'était, étant donné que vous êtes une femme dans un milieu majoritairement masculin, est-ce que vous avez vécu des discriminations, des défis, puis est-ce que ça a nuit à votre parcours, le fait d'être une femme dans un milieu majoritairement masculin? Je dirais pas que ça nuit à mon parcours. J'ai réussi à passer à travers et de me rendre là. Et puis, mais est-ce que c'était difficile? Absolument. Absolument. Je suis contre-démentrice si je dirais que c'était pas difficile. J'ai l'impression que j'ai dû me battre 3-4 fois plus fort que mes collègues masculins. C'était frustrant dans la vie, là, je dirais, oui. Sauf que
je me disais à moi-même, hey, j'ai deux choix. Ou je continue ou je lâche. Est-ce que si je lâche, est-ce que ça va m'aider? Absolument pas. Ou ben non, est-ce que ça va aider aux autres femmes et jeunes femmes qui vont arriver après moi? Non, ça va toujours être à recommencer. Alors moi, je me disais, bon ben, je vais essayer de regarder comment je peux faire pour m'établir mieux que mon collègue à côté. C'est quoi la différence que je pourrais faire? C'est-tu parce que je vais être plus créative, mon idée va être meilleure? Ouais, ça, c'est probablement la meilleure affaire à faire. Alors, j'essaie toujours de me surpasser pas pour piler sa tête de mon collègue masculin, là, mais juste pour me démarquer, tu sais, pour dire, hey, regarde, j'ai une meilleure idée, tu sais, pour que les gens puissent voir, hey, sais-tu quoi, on va arrêter de regarder, c'est une petite blonde, tu sais, je suis pas tellement grande, là, je suis assise, là, mais je suis pas tellement grande. Puis, quand j'avais 20 ans, je pesais une plume, tu sais. Fait que c'était bien facile de passer par-dessus moi. Fait que je m'étais dit, non, je vais essayer d'emmener des idées autres que les gens n'ont pas emmenées sur la table, puis qui vont commencer à plus me voir comme la petite blonde, mais plus me voir comme elle a des bonnes idées, elle, tu sais. Puis, c'est surtout ça que je me suis focusée dessus. Puis, c'est aussi bien important pour moi d'ouvrir les portes pour les autres qui venaient en arrière de moi. Ça fait que j'ai fait beaucoup de mentors. J'étais un mentor pour beaucoup de filles qui sont passées après moi, puis aussi des hommes, les deux. Mais ça me faisait plaisir, tu sais, quand les filles venaient me voir, parce que je me disais, hey, c'est le fun, tu sais, je peux les aider parce que je sais à quoi exactement qu'ils doivent faire face. Fait que c'est plus ça qui était mon approche. Parfait. Puis sur le même ordre d'idée, on sait qu'aujourd'hui, oui, il y a un peu plus d'égalité et tout dans le milieu du domaine des affaires, mais est-ce que vous pensez que les femmes encore aujourd'hui sont soit sous-représentées ou qu'ils ont encore besoin de se battre un peu plus que les hommes pour avoir des places, mettons, en position plus de gestion, des choses comme ça? Pas dans mon expérience, je dirais. Je peux pas te dire pour les autres compagnies parce que je travaillais chez Procter & Gamble, mais je trouve que Procter ont fait vraiment une bonne job, il faut leur donner ça, à vraiment avoir l'équité entre hommes et femmes. Alors, je dirais présentement là, que je dirais pas c'est 50-50, mais je dirais que c'est 60-40, tu sais. Fait que ça, c'est comme, ça me fait super plaisir de voir ça. Est-ce qu'on doit travailler plus fort? Maintenant, je dirais que non. Je dirais juste que la compétition est toujours là. Alors, c'est toujours d'emmener des meilleures idées, que tu sois un homme ou une femme. Je dirais que le cheminement des femmes a fait vraiment, vraiment beaucoup de chemin là, chez Procter & Gamble. Mais comme je te dis, je ne pourrais pas te parler de la gestion en général parce que mon expérience, c'est chez Procter. Puis je regarde aussi chez mes clients. Attends une minute que je pense à ça. Là, chez mes clients. Non, les clients ont aussi beaucoup progressé versus ce qui était il y a 40 ans. Puis je dirais que c'est pas mal égal maintenant chez les clients en termes de femmes et hommes. Alors, cette dynamique-là existe beaucoup, beaucoup moins qu'elle existait il y a 40 ans. C'est une bonne chose à savoir. Ouais. Parfait. Donc, dans le fond, je vais continuer la présentation. Dans le fond, on avait fait des recherches. Tout le monde avait comme 2 sujets à regarder. Dans le sens de, moi, j'avais comme tâches et responsabilités, conditions de travail. On avait un peu tous des thèmes à regarder. Puis, on avait ciblé des questions qu'on voulait poser, parce qu'on avait eu des sources avec plein de liens, puis plein d'articles de presse, etc. Mais qui de mieux qu'une personne en gestion devant nous pour nous répondre? Fait que, avec le temps qui nous reste, on va toutes poser une question chacune de ce qu'on a. Parce qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Mais le temps nous rattrape. Fait que, on va juste poser une question chacun. C'est des questions quand même assez détaillées. Donc, Saphir, tu pourrais commencer. Parfait. Donc, moi, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant aussi. Qu'est-ce que vous avez dit tantôt de Lego, là? J'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Est-ce que, donc, dans le fond, moi, j'ai parlé un petit peu des impacts sociaux, mais là, ça revient à ça. Donc, on va parler des impacts économiques. Donc, vous dites que vous avez commencé il y a 40 ans. Est-ce qu'il y a eu des crises économiques ou des impacts économiques qui ont comme impacté votre travail?
ou votre milieu de travail au complet, puis c'était quoi? Je dirais les impacts économiques, pas sociaux comme le COVID, là, mais les impacts économiques, effectivement, je me rappelle qu'il y a eu des hauts et des bas là, dans l'économie autour des 40 ans. Ce que je me suis aperçue, surtout dans ce moment-là, je travaillais dans les produits de beauté. J'ai fait plusieurs catégories, là, mais je travaillais dans les produits de beauté. Puis, je trouve que qu'est-ce qui était important, c'est de ne pas changer le pourquoi le produit existe. C'est souvent très tentant de faire ça. Par exemple, je vais te donner un exemple. Dans ce temps-là, on avait la ligne de CoverGirl, les rouges à lèvres CoverGirl puis les rouges à lèvres Max Factor. Ça aurait été très facile de dire je vais baisser mon prix parce que je vais en vendre plus. Mais le problème avec ça, c'est que tu changes à ce moment-là pourquoi l'existence de ton produit est réellement. Ça fait que quand la crise économique va être passée, tu ne seras jamais capable de revendre ton produit au prix que tu voulais le vendre d'avance, puis pourquoi ce produit-là existe. Parce qu'un produit, tu ne peux pas changer ton marketing. Tu peux changer ton marketing, ta campagne de marketing, mais la fondation de pourquoi le produit existe, puis avec qui tu veux atteindre avec ce produit-là, tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas flip-flopper comme ça. Ça existe. C'est pas comme ça qu'on développe un plan de marketing. Ça fait que c'était très important de dire, bon, par exemple, dans ce moment-là, admettons, je ne me rappelle plus des prix exactement, là, il fait longtemps, mais admettons que le rouge à lèvres se vendait 6 admettons. Bien, le vendre à 3 ça n'aurait pas été une bonne affaire. Alors, ce que nous, on a décidé de faire, c'est de dire, bon, bien, comment est-ce qu'on va faire pour continuer à en vendre? Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on a fait plus de recherche. Nous, on a investi dans la recherche et développement pour comprendre c'est quoi qu'on pourrait aller parler mieux à notre client cible. Puis ce qu'on s'est aperçu, ça c'est un vrai exemple, c'est que les madames qui achetaient les produits CoverGirl, c'est des gens avec l'économie qui avaient été vraiment, vraiment touchés. Alors, ils ne pouvaient plus aller nécessairement en vacances. Alors, ce que nous, on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, ben, on va faire une promotion que si tu achètes notre produit CoverGirl à 6 ben, tu vas avoir une chance de pouvoir aller en vacances. Alors, c'est comme ça qu'on a ajusté notre programme de marketing sans changer le prix pour leur parler dans quelque chose que ça faisait leur affaire. Puis ça a bien fonctionné. Oui, c'est cool ça. Puis disons, là, dans les innovations technologiques, est-ce qu'il y en a eu qui ont changé et un peu bouleversé le milieu bureau au quotidien? Que ça a été genre une innovation folle, comme un peu l'intelligence artificielle de nos jours là, qui commence? Ben, tu parles du produit ou tu parles dans les bureaux? Dans les bureaux. Ah, ben, l'avenue des computers, ça, c'est sûr et certain. C'est définitivement. Puis je dirais, l'autre affaire, c'est on a vraiment aussi changé récemment. Peut-être que vous autres, vous le vivez, vous allez le vivre, là, mais pour nous, c'est récent, comme, mettons, les 5 dernières années, on n'a plus de bureaux fermés. C'est tout des bureaux ouverts. Fait que quand tu arrives c'est tout ouvert. On a des grandes tables, on a des salles de conférence, évidemment, des bureaux où tu peux avoir des discussions privées, c'est sûr, avec les gens. Mais quand tu travailles, maintenant, c'est tout sur des tables avec ton ordinateur. Je trouve que ça, c'était... les gens avaient peur au début de dire « Ah, on n'aura plus de bureau ». Mais moi, je trouvais que c'était la meilleure idée qu'on n'a jamais eue parce que ça vraiment incite à la collaboration. Tu sais, tu travailles à côté d'autres personnes, tu peux lui dire « Hey, sais-tu quoi, j'ai oublié de te demander telle affaire » ou « Hey, ça marche pas, qu'est-ce que tu fais, toi? » Tu sais, je trouve que ça a augmenté la collaboration d'une façon géniale. C'est intéressant. J'ai jamais encore vu ça dans un bureau. J'ai hâte de voir ça. Oui. Tu vas voir, les compagnies qui sont vraiment à l'avant-garde, là, ils n'ont plus de bureau. Tu vas voir, même les présidents comme moi, avant, là, j'avais comme un corner office, c'est immense, OK, avec tout le mobilier en cerisier, etc., etc. Mais si tu penses que ça fait ça, les gens sont gênés de rentrer dans le bureau, seraient de excusez, je suis là, mon Dieu Seigneur, tu sais. Quand on a tout enlevé ça, là, c'était comme vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était mieux parce que les gens te voient plus comme une personne humaine que j'ai peur de rentrer dans son bureau, tu sais. Fait que je trouve que ça change vraiment la dynamique de l'équipe de travail.
Donc, ça a changé. Vous étiez rendu où? Est-ce que c'est plus les meubles qui ont changé ou vous étiez quand il y a eu des tables partout, puis vous aviez plus le bureau fermé dans le coin, genre? C'est justement, les gens étaient. Toi, tu restes la même, mais je trouve que c'est la perception des gens de toi qui est différente. Ok, oui. C'est intéressant. Merci beaucoup. Pas de problème. Cédric, veux-tu continuer? Oui, je peux y aller. Moi, je vais parler un peu des politiques RSE. Donc, j'aimerais ça que vous me spécifiez, par exemple, une des politiques que vous aviez eues et aussi comment est-ce que cela impactait votre poste au quotidien. Est-ce que tu parles là, comme l'environnement, des choses comme ça? Oui, dans le fond, politique RSE, c'est des politiques de responsabilité sociétale des entreprises. OK. C'est juste que je connais pas le français, c'est pour ça que je suis là. Non, c'est Je pense que ça veut dire ça. Oui, c'est ça. OK. Oui, en fait, c'est quelque chose qui était bien important pour Procter, puis pour nous, les gestionnaires aussi. Alors, tu as probablement vu qu'on a changé beaucoup de produits qu'on avait comme Tide présentement. Tu sais, on a changé la manière qu'on empaque nos produits Tide. On a changé aussi ce qu'on appelle zéro. On a fait beaucoup de changements dans nos plans. Je pourrais pas dire qu'on a fait beaucoup de changements dans les bureaux. Ben, peut-être que vous autres, c'est beaucoup. Moi, je trouvais que c'était pas beaucoup, là, mais on n'a plus aucun cup en carton. On n'a plus aucun ustensile en plastique. On n'a plus de paille. On a beaucoup de choses pour le recyclage. Chacun apporte quand tu veux manger à la cafétéria, il faut que tu emmènes tes ustensiles, ton verre, etc., etc. Alors ça, c'est ce qui se passe dans les bureaux. Mais je trouve que le plus gros investissement que la compagnie a fait, c'est vraiment dans les sites manufacturiers pour changer la pollution, changer le packaging, etc. Puis, c'est un des plus gros investissements que la compagnie a fait, oui, parce que c'est très important pour le futur. Parfait. Puis, vous trouviez ça comment changer, par exemple, pour vos propres ustensiles ou apporter vos propres verres? Moi, je trouvais ça cool parce que je fais la même affaire dans la maison aussi avec mes enfants. On fait beaucoup de recyclage. Je trouve que c'est important, surtout que, tu sais, je me dis, mes enfants, mes petits-enfants, peut-être les petits-enfants, je veux que la terre reste belle. Alors, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Fait que j'étais une des premières à dire, OK, j'amène ma tasse de café. Je trouvais ça vraiment le fun. Puis en fait, c'est que je me dis, ben moi, je trouve ça le fun, mais je veux aussi donner l'exemple aux gens qui travaillent pour moi de dire, ben, vous autres aussi, là, les amis, vous devriez le faire. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais une petite question. Tu sais, vous avez parlé des sites, là, je m'en souviens plus, c'est quoi le mot que vous aviez dans les sites manufacturiers? Ouais. Moi, je me demandais de P&G, ils sont où ces sites-là? Est-ce qu'ils sont au Canada ou ils sont à quelque part d'autre? On en a plusieurs. On en a un à Belleville, en Ontario, qui fait les serviettes sanitaires. Tout est produit ici à Belleville. La marque Always, Tempax, toutes ces affaires-là, c'est fait ici au Canada. Les autres sont faits, on en a, ça dépend où si, admettons, on regarde les produits, les couches pour enfants, le savon, ça c'est fait, actuellement, excuse-moi, je me trompe, Brockville fait aussi le Tide. Brockville, c'est une ville ici en Ontario, donc on a un plan pour le savon ici. Il y en a plusieurs aux États-Unis. On en a en Europe aussi, en Allemagne, où on fait des produits pour les brosses à dents. Tu sais, Oral-B, là, les brosses à dents électriques. Ouais. Alors ça, c'est fait en Allemagne. C'est vraiment autour du globe, je dirais. C'est un peu partout. OK, mais c'est cool que déjà vous ayez des usines puis tout dans le Canada, dans les États-Unis, puis pas tout en Chine. Tu sais, je sais qu'il y a plusieurs qui font tout en Chine. Non. En fait, nous, on n'a pas aucun produit qui est manufacturier en Chine, mais on achète des produits de base de la Chine, comme par exemple les brosses à dents, tu sais, les petits poils, là, je ne sais pas comment on dit ça, c'est les petits poils de la brosse, là. Ça, on l'achète de la Chine, parce que les autres sont écœuramment bons à produire ce petit fil-là. C'est résistant comme n'importe quoi d'autre. Alors, ça, on l'achète de la Chine, mais on le manufacture en Allemagne. OK.
Puis, j'avais une autre petite question pour vous, là. Dans le fond, plus au niveau du code de conduite, puis, mettons de la... ce sera pas bien long, je vais retourner chercher ma question vite vite, là. Oui, c'est ça. Tu sais, on sait qu'il y a un code de conduite et d'éthique et tout en entreprise, mais est-ce qu'il y a des comportements qui, dans le fond, vont différer de la réalité puis du code de conduite? Tu sais, par exemple, le code de conduite dit telle affaire, mais en réalité, c'est un peu plus différent, tu sais. Ben, c'est sûr que le code de conduite va dire, c'est ça, c'est la manière, qu'est-ce qu'on accepte pas. On appelle ça les PVP en anglais, là, tu sais, Principal Value. Fait que ça, c'est important. Est-ce que les gens le respectent tout le temps? Absolument pas. Est-ce qu'on les call out quand ils ne le respectent pas? Absolument. Puis ça, c'est très, très, très important parce que sinon, ça va être le free for all, comme on pourrait dire, tu sais. Alors, c'est important, je trouve que dans une compagnie, c'est important de vraiment bien établir ton code de conduite, être super clair. Il ne faut pas que ça soit ambigu pour personne, pour que ça soit super clair. Puis quand les gens ne le font pas, de les ramener à l'ordre. Pas en public, évidemment, mais comme gestionnaire, c'est important que tu prennes le temps d'avoir ces conversations-là qui ne sont pas faciles à faire. C'est des conversations difficiles qu'on appelle, mais c'est important de le faire. Est-ce que je réponds à ta question, Laurie? Oui, mais dans le fond, je voulais aussi savoir, tu sais, si, mettons, en tant que gestionnaire, tu sais, parfois, vous dérivez du code de conduite face à certaines situations ou non? Ou si Non. c'était vraiment, on suit le code de Non. conduite? C'est très important de suivre les lignes de conduite. Puis, par exemple, à votre compagnie, quelles étaient les lignes de conduite, disons, les plus importantes? Je dirais de toujours être honnête. L'honnêteté, on dit toujours que c'est une des choses les plus principales. Le respect des personnes, même si tu trouves, là, tu sais, des fois que la personne t'amène une idée, puis tu dis, aïe, 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 aïe. Non, c'est d'avoir du respect pour cette personne-là. Elle a pris du temps pour le penser. Peut-être que toi, tu n'es pas d'accord avec elle, c'est correct, mais c'est d'avoir le respect, c'est super important. Puis les aspects légaux, c'est de dire si la loi canadienne dit telle affaire, je dis la vraie loi, là, okay, canadienne dit A, B, C, ben tu dois, toi, en termes de gestionnaire, de faire A, B, C, puis de ne pas faire A puis sauter à C. C'est très, très, très important parce que moi, je me dis tout le temps, hey, ce que je t'apprête dire là, présentement dans un meeting ou une conférence, n'importe quoi, ou dans un meeting privé, okay, avec une personne ou deux personnes, si tout d'un coup, là, ce que je dis, ça se retrouvait sur la front page du New York Times, est-ce que je serais confortable avec ce que j'ai dit? Si la réponse est non, ben, je devrais probablement pas le dire. C'est sûr. Bon, pour moi, j'avais une petite dernière question avant qu'on passe au mot de la fin. Moi, j'avais les tâches, responsabilités et conditions de travail. Moi, la petite question que j'avais, c'est aujourd'hui, on voit beaucoup avec les coupures budgétaires qu'il y a beaucoup de postes qui se font enlever. Est-ce que durant votre cheminement en gestion, vous avez craint de perdre votre emploi à cause du gouvernement, comme aujourd'hui avec nos compensations budgétaires? Ben, écoute, c'est sûr que je mentirais si je dirais « Oh non, j'ai jamais eu peur ». Effectivement, n'importe qui va toujours avoir, tu sais, je dis, c'est une réalité qu'on fait face à tous les jours. Tu sais jamais ça va être quoi la pression économique que tu vas avoir sur tes états financiers. Alors, c'est sûr et certain. Puis, souvent, malheureusement, les gens vont penser court terme, vont dire, ben on va couper 10 postes, 15 postes, puis on va faire nos chiffres pour cette année. J'ai eu la chance de travailler chez Procter où ce que les gens pensent un peu plus loin que cette année. Ils vont penser dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que ça va avoir l'air de quoi? Je coupe, j'arrive plus personne pour vraiment penser long terme. Alors, c'est d'avoir une bonne balance entre le court terme et le long terme. Est-ce que j'ai eu peur? Des fois, oui, absolument. Mais encore une fois, ça revient à ce que j'ai dit, ma première chose au début, c'est qu'est-ce que moi j'apporte qui va être différent de l'autre personne. Alors, c'est pour ça que je dis, le meilleur conseil, c'est vraiment de regarder où tu veux aller,
c'est quoi ta boîte à outils, puis c'est quoi les compétences que tu vas mettre dedans. Parce que le plus que tu vas avoir de compétences, puis que ça va venir ou qu'il va y avoir des coupures, les gens vont regarder, est-ce que cette personne-là est performante? Est-ce qu'elle a beaucoup de compétences? Fait qu'elle va être capable d'être aussi bonne pour gérer des gens que pour aller vendre chez un client ou pour développer des plans stratégiques. Si la réponse est oui à ces 3 points-là, ben je vais la garder, elle. Puis peut-être que je vais malheureusement laisser aller quelqu'un qui est bon pour manager des personnes, mais qui n'est pas tellement bon en gestion d'affaires. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir un bon coffre à outils. C'est totalement, on est en accord avec vous, ça c'est ça. Parfait. Puis, petite dernière question pour conclure. Ce serait quoi, par exemple, un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui voudrait avoir un parcours similaire au vôtre? Ben, comme je viens de dire, c'est de bâtir son coffre d'outils le plus possible. Je dirais, comme j'ai dit tantôt, de ne pas avoir d'ego, de ne pas avoir peur de se retrousser les manches, puis de se mettre vraiment les mains dedans. T'sais. Souvent, malheureusement, j'ai vu des gens avec qui je travaillais qu'eux, ils étaient très forts à déléguer. T'sais. Ah ben mon équipe, elle va faire ça. Ah ben mon équipe, elle va faire ça. Ça, c'est une chose. Mais si toi, tu n'es pas capable de le faire tout seul, ou pas capable de le faire toi-même, tu n'as pas les compétences pour le faire, comment tu peux être sûr que ton équipe le fait bien? Donc, si tu as les compétences pour le faire, c'est pas de le faire à la place de ton équipe, mais tu vas être là pour les coacher. Puis tu vas savoir comment coacher ces gens-là parce que tu sais comment le faire. Fait que c'est pas de le faire, toi, mais c'est d'être capable d'avoir assez de compétences pour être capable de les coacher de la bonne façon. Parfait. D'être le pro, dans le fond, à faire ce qu'on veut déléguer éventuellement. Là. Okay. Ben, regarde, pense là comme un coach de hockey. OK? T'as-tu déjà vu un coach de hockey qui n'a jamais été un hockey player? Non. Non. Hein? Parce qu'il sait comment la faire, la rondelle, puis il sait comment la passer à Suzuki, puis etc. Hein? Je suis une fan des Canadiens. Oh yeah. Alors, c'est la même chose. C'est d'être capable de faire le travail toi-même, pas de le faire, mais d'être capable de vraiment comprendre comment le faire. Fait comme ça, tu peux les coacher de la bonne façon. Oui, je suis totalement d'accord. Je pense qu'on a tous vécu un peu une expérience comme ça. Là. Moi, par exemple, avec mon travail, c'est ça que je dois faire là, maintenant, déléguer. Mais j'ai gravi les échelons, là, fait que je suis passé par la même place que ce que les employés font en ce moment. Je comprends très bien ce que vous voulez dire par ça. Là. C'est très, très important, Cédric. Oui, totalement. Ben, Élise, on va vraiment te remercier d'avoir pris votre temps pour nous parler. On aurait aimé ça vous accueillir avec un petit café, des petits cadeaux, mais malheureusement, je pense qu'il y a 7 heures de route qui nous différencent. Qui nous séparent. Ouais, on ne pourra pas. Mais honnêtement, on est très, très, très heureux d'avoir parlé avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des petites questions pour nous. Il reste un petit 3 minutes à l'appel avant que l'appel se termine. Donc, la seule affaire que je pourrais vous dire, c'est que je vous souhaite la meilleure des chances pour votre futur. Puis s'il y a des choses que j'ai oubliées ou que vous avez oubliées ou que je pourrais vous aider de façon encore plus, gênez-vous pas, envoyez-moi un email, ça va me faire plaisir. Merci. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Élise. Pas de problème. Merci beaucoup. Bonne chance. Salut. Merci. Bye. Bonne journée. Bye.